Bonjour à tous pour cette 8e édition des Rendez-vous pour l'inclusion. Bienvenue et nous allons traiter aujourd'hui le thème de la santé mentale et du handicap psychique. Un thème très important puisque vous savez tous et nous savons tous que la santé mentale est la grande cause nationale 2025 et on va voir tout au long de cette émission qu'effectivement il y a plein de raisons pour lesquelles ce thème est important. Pour parler de ce thème, nous accueillons aujourd'hui Simona. Simona qui est donc pilote mission handicap national du régime général. Bonjour. Bonjour Simona. Nous accueillons à distance également Karine. Bonjour Karine, qui est référente de santé nationale sécurité sociale. Florence, également à distance. Florence, référente handicap national de la branche famille. Et Fabrice qui est médiateur santé père et coach, qui va venir apporter son témoignage en tant que personne concernée, mais également en tant que père aidant, puisqu'il accompagne des personnes concernées. Donc voilà pour nos intervenants. Merci à tous d'être là avec nous. Pour quelques modalités logistiques, donc vous avez un chat où on vous invite à poser vos questions-réponses et nous aurons un temps pour les traiter. Et on vous invite aussi à regarder ce chat puisque vous aurez tout au long de l'émission des liens vers des vidéos, des liens vers des ressources documentaires pour que vous puissiez aller plus loin si après l'émission vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Voilà. Ensuite, alors vous avez vu peut-être dans le chat, et on va voir également les résultats s'afficher, un petit sondage. Quelle est selon vous la définition de la santé mentale ? Et donc, nous devrions pouvoir voir les résultats incessamment sous peu. Donc, on vous propose 4 possibilités et on vous laisse voter. Je ne sais pas si on peut voir les résultats éventuellement, ou peut-être les voyez-vous. Alors, donc nous avons 12 votants pour l'instant. Majoritairement, vous avez donné la réponse A, c'est-à-dire la capacité à gérer son stress, ses émotions et à maintenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc, effectivement, c'est une dimension importante de la santé mentale. Après, peut-être donc, on va traiter 3 thèmes, effectivement. Le premier thème au cours de cette émission, ça va être les définitions et les enjeux de la santé mentale, et donc d'où l'intérêt de ce sondage pour vous poser la question. Le second thème que l'on va traiter, ce sont les dispositifs qui sont mis en place au niveau des organismes, l'idée étant de partager l'expérience, de donner de la visibilité à ce qui se fait. Et le troisième thème de l'émission, en un temps très court certes, ça va être en fait l'inclusion des personnes en situation de handicap et donc porteuses d'un handicap psychique. Cette inclusion, on va voir que le champ des possibles est plus large qu'on ne le croit. Donc effectivement, on peut se rétablir et travailler sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Voilà pour les 3 thèmes que nous allons traiter. Pour ce qui est du premier thème, donc définition et enjeux, merci d'avoir répondu au sondage. Pour donner un éclairage sur la question de la santé mentale, il faut se dire d'abord deux choses. La première, c'est qu'il y a un aspect prévention, c'est tout ce qui va contribuer à la santé mentale. Et la deuxième chose, c'est l'aspect curatif, c'est-à-dire comment traiter, comment favoriser l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap psychique, d'où le titre de l'émission. Pour avoir une définition de la santé mentale, on va vous montrer, donc, vous voyez sans doute cette métaphore, la métaphore du cosmos mental, qui donne une définition très éclairante sur ce qu'est la santé mentale, qui est une métaphore qui est développée par le Psycom, qui est un organisme qui agit sur la question de la santé mentale en général. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette métaphore ? D'abord qu'en fait, on a dans notre vie des ressources individuelles ou des ressources environnementales. Ressources individuelles, par exemple, une capacité à rebondir, par exemple, une facilité à passer à l'action, des caractéristiques individuelles. Ensuite, vous allez avoir des caractéristiques, des ressources environnementales. Par exemple, être dans un univers, dans une organisation où les questions de santé mentale ne sont pas tabous. Un environnement inclusif avec une ligne managériale bienveillante. Voilà. Donc on va avoir des ressources. On va aussi avoir des obstacles
là encore, individuels, un problème d'assurance, par exemple, un problème d'estime de soi. Et également des obstacles environnementaux, traverser une période de crise, traverser une période difficile, crise économique, attentats, guerre mondiale, etc. Nous sommes dans la fusée, et maintenir sa santé mentale, ça va être réussir à maintenir un équilibre tout au long de sa vie, en lien avec les ressources et les obstacles que l'on rencontre, et puis également des astéroïdes ou des comètes, c'est-à-dire les événements de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, un deuil, heureux, un mariage. Et tout ça, en fait, notre santé mentale, ça va être notre capacité à maintenir un équilibre dans cet univers, dans ce cosmos. Donc, les idées, il y a autour de cette métaphore qui est vraiment, comme je vous le disais, très éclairante, on va avoir 4 idées forces. D'abord, peut-être on peut passer à la diapo suivante. Donc les idées qui sont importantes et qu'on va tirer à partir de ce cosmos, une idée de base qui est qu'on ne peut pas parler de santé sans parler de santé mentale. Il y a forcément un lien, tout est imbriqué. C'est d'ailleurs la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est la santé psychologique, donc mentale, la santé physique et la santé sociale. Être en bonne santé, ça ne se limite pas à dire qu'on n'a pas de maladie. Deuxième idée clé, la santé mentale est une affaire d'équilibre. Vous l'avez compris au travers de la métaphore du cosmos. C'est une affaire d'équilibre, donc cette capacité à maintenir notre fusée de santé mentale en équilibre et dans la bonne trajectoire. Troisième idée clé, la santé mentale. Il est possible de se rétablir, et on verra au travers de nos échanges et notamment de l'intervention de Fabrice que lorsqu'on a une maladie mentale, lorsqu'on a un handicap psychique, il est possible de se rétablir, et on va voir que le rétablissement n'est pas la même chose que la guérison. Et enfin, vous l'avez vu très fortement sur la question du cosmos, nous ne sommes pas seuls responsables de la santé mentale, on va avoir des facteurs environnementaux, positifs ou négatifs, mais voilà, on n'est pas seuls responsables. Voilà juste pour les fondements de ce qu'est la santé mentale. Et à ce stade, j'ai posé une question qui s'adresse à Karine, par rapport aux risques psychosociaux, donc les risques psychosociaux qui évidemment sont au cœur de la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage à la fois sur ce que sont les risques psychosociaux, mais aussi pourquoi c'est important finalement? Pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet dans vos organisations? Alors, merci Valérie de me donner la parole. Alors effectivement, sur ces éléments de définition, il faut être un tout petit peu précis pour savoir de quoi l'on parle exactement. La définition donc, des risques psychosociaux que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est celle du rapport du collège d'experts présidé par Michel Gola, qui est un sociologue et un statisticien qui a mené beaucoup de travaux sur ce sujet des RPS et de la santé mentale. Donc, ce collège d'experts en 2011, donc ça date un petit peu, mais la définition est pérenne et stabilisée dans le temps. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n'est pas ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire sa manifestation. Donc, la manifestation définirait ce que sont ces RPS, mais c'est son origine. En fait, les risques psychosociaux, ils sont donc définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, c'était ce que tu évoquais tout à l'heure, Valérie. Ces facteurs, comme vous le voyez peut-être sur le slide qui apparaît, ils sont au nombre de 6. Donc, si on agit positivement ou négativement sur un ou tout ou partie de ces facteurs psychosociaux, vous allez avoir une incidence sur la santé mentale. Donc, ces 6 catégories de facteurs risques psychosociaux, pardon. Donc, vous les voyez à l'écran. Il s'agit de l'intensité et du temps de travail, des exigences émotionnelles, du manque d'autonomie, des rapports sociaux au travail dégradés, des conflits de valeurs ou de l'insécurité de la situation de travail. Donc encore une fois, alors
parce que je suis responsable de ma propre santé, mais aussi en qualité d'employeur, si j'agis sur l'un de ces facteurs, je peux modifier la santé mentale de mon salarié. Alors, pourquoi agir finalement sur cette santé mentale? Vous allez me dire quelques chiffres qui, je pense, vont éclairer mon propos et voilà, que vous garderez peut-être en tête tout au long de cette émission. Tout d'abord, c'est pour rappeler qu'en moyenne, c'est un salarié sur deux qui aujourd'hui s'estime en situation de détresse psychologique. C'est une donnée qui est issue d'un baromètre OpinionWay de 2023, donc c'est quand même une donnée assez récente. Et puis, si vous avez pu parcourir les études en la matière voilà, ces derniers mois, vous le verrez, la plupart des études le démontrent. Depuis la crise du Covid, la santé mentale des salariés se dégrade. Avec une incidence plus marquée sur deux populations en particulier, les jeunes et les salariés âgés. Toujours selon ce baromètre, OpinionWay 2023, 44% des managers sont en situation de détresse psychologique. Ils se déclarent comme étant en situation de détresse psychologique. Et un dernier chiffre peut-être qui est aussi éclairant sur ce point, 34% des salariés se déclarent être en situation de burn-out. Et parmi ces 34%, 13% seraient en burn-out sévère, ce qui représente quand même plus de 2 millions de personnes s'estimant en situation de burn-out. Donc c'est quand même un fait majeur. Que vous dire? Face à cette situation, vous l'aurez compris, il est quand même important que pour l'employeur, des actions soient mises en place pour préserver son capital humain, hein, les personnes qui font tourner nos organismes. Et puis aussi, en qualité d'employeur responsable, il a aussi cet employeur à cœur de limiter finalement le coût sociétal d'une santé mentale altérée. Derrière ça, j'entends limiter autant que possible le coût lié à l'absentéisme. Absolument. Pour vous convaincre peut-être encore d'agir, sachez également d'un point de vue plus positif qu'un salarié qui déclare avoir une santé physique et mentale préservée, ça va être ça va être un salarié dans notre organisme qui sera 32% plus engagé et puis aussi plus productif. Parce que on va pouvoir estimer qu'il y a moins de départs volontaires et puis qu'il y a moins d'arrêts maladie. Merci, Donc Karine. peut-être pour conclure ce premier propos, je me dépêche, c'est surtout dire à nos collègues qui nous écoutent que il faut convaincre le collectif de travail que en qualité d'employeur, on se soucie d'eux. Et comment faire pour les convaincre? C'est d'investir et de repenser en fait les avantages et les politiques en matière de bien-être au travail. Merci Karine pour cette précision et cette dimension très concise. Donc on comprend effectivement que les risques psychosociaux sont un sujet essentiel pour préserver le capital humain, un enjeu aussi pour que les personnes soient plus engagées, une obligation également, et la dimension employeur responsable. Donc voilà, toutes les raisons du monde de traiter la question des risques psychosociaux. Peut-être pour l'autre versant, Simona, est-ce que en tant que pilote de la mission handicap, pilote national du régime général, est-ce que vous pourriez nous donner votre éclairage cette fois sur la question du handicap psychique? Oui, effectivement, parce on a traité la santé mentale et les risques psychosociaux, et je remercie Karine et vous, Valérie. Sur la partie de l'handicap psy, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la conséquence d'une maladie ou d'une pathologie psychologique, en fait. Ça peut être diagnostiqué, donc c'est quelque chose où on peut poser un diagnostic. Et qu'est-ce que ça affecte? Ça affecte en fait le raisonnement, l'état émotionnel, mais aussi le comportement d'une personne qui lui cause de la détresse ou de la souffrance. Donc, c'est l'état de bien-être de la personne qui est perturbé, en fin de compte, et l'individu se retrouve donc dans l'incapacité de s'adapter aux situations difficiles. On l'a vu avec le cosmos, ces météorites qui arrivent, donc c'est une difficulté de s'adapter à toutes les situations difficiles tout au long de la vie, et de maintenir cet équilibre psychique.
Pour poser aussi le cadre, comme elle a fait Karine, vis-à-vis des données statistiques, je suis partie mener ma petite enquête. Et le ministère de la Santé et de la Prévention, dans une synthèse du bilan de la feuille de route santé mentale et psychiatrique de 2023, indique que la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d'un Français sur 5. Donc on est sur 13 millions de personnes, c'est des données de l'OMS. On dit aussi que les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde. Plus d'un quart des Français consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments psychotropes. Et ça, c'est des données Epipharr. La dépression est un des troubles les plus répandus puisqu'elle concerne environ 15 à 20% de la population générale sur la vie entière. Et là, on est sur des données INSERM, excusez-moi. Donc, on parle de 3 millions en fait, de personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères. Le suicide aussi, c'est la première cause de mortalité entre les 15 et les 35 ans, avec près de 8300 décès enregistrés en France métropolitaine en 2017 et 200 000 tentatives de suicide. Donc la France, c'est l'un des pays européens qui a le taux le plus élevé en fait, de personnes en détresse. Et même si on a une baisse depuis 2000, en fait. Au total, comme elle le disait Karine, il y a derrière en fait, des dépenses aussi qu'elles sont engendrées par l'État et voire par les organisations, les entreprises en tout cas, pour les arrêts maladie et tout ça. Et ici, on parle de 23 milliards par an qui sont les dépenses remboursées au titre de la souffrance psychique et des maladies psychiatriques. Donc, c'est un des premiers postes de dépenses de l'assurance maladie devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et il représente aussi un coût global de plus de 5 milliards d'euros avec la perte de revenus et le bien-être induit pour les personnes. Donc, c'est un gros enjeu. C'est bienvenu, la grande cause nationale, effectivement. Et donc, cette synthèse-là, c'est le bilan d'une feuille de route. Et cette feuille de route, elle a été très ambitieuse. Elle a été lancée en 2018. Elle s'appuie sur 3 axes principaux. Un, c'est la politique de prévention. Donc, promouvoir la prévention de la santé mentale et du coup aussi des troubles psychiques. Aussi, créer et poursuivre un maillage en fait, territorial de l'offre de soins psychiatriques. Et enfin, renforcer l'insertion sociale et puis bien évidemment l'insertion aussi dans les entreprises. Et c'est là où nous arrivons, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a encore une très grande stigmatisation des troubles psychiques. C'est une stigmatisation, on en parlait tout à l'heure avec Fabrice, de part et d'autre. C'est côté employeur, mais c'est côté aussi des personnes qui ont peur de se déclarer avec un trouble psychique. C'est encore un sujet qui est très tabou en France. Et en fait, pourquoi tout ça? Parce qu'on l'attribue encore à quelque chose de négatif, de dangereux, voire aussi de dégradant. Et en fait, ça entraîne la mise à l'écart de la personne. Donc les personnes, bien évidemment, ne souhaitent pas être mises à l'écart et du coup, en parlent très peu. Mais je pense aussi qu'il y a un gros souci de méconnaissance de la problématique. Parce que là où il y a méconnaissance, il y a peur. Peur de quelque chose qu'effectivement, on ne sait pas comment la traiter. Et le fait, en fait, cette feuille de route, l'axe prévention, il est très important. Et ça permet de mieux connaître ces problématiques-là. Et sachant que c'est seulement en 2005 que les troubles psychiques ont été reconnus comme un handicap en entreprise. Donc en fait, la réflexion, ça date quand même, mais elle est tout de même récente dans le panorama, on peut dire, des maladies invalidantes. Et les personnes souffrant d'un trouble psychique, bien évidemment, peuvent bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Tout à fait.
Voilà. Effectivement, comme vous le disiez, la définition, la notion de handicap psychique, elle est bien mentionnée dans la loi handicap 2005, du 11 février 2005. Peut-être aussi pour faire le lien avec la grande cause nationale, un des objectifs phares de cette grande cause, c'est la déstigmatisation. Vous en avez parlé, elle est effectivement extrêmement délétère et elle freine l'inclusion du côté des organisations, du côté des personnes concernées qui s'auto-stigmatisent. Pour nous parler de la stigmatisation et des difficultés que les personnes porteuses d'handicap psychique peuvent rencontrer dans le milieu professionnel, Fabrice, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience, puis nous faire part aussi de l'expérience des personnes que vous avez accompagnées, hein, sur leurs difficultés, sur les effets délétères de la stigmatisation, quelle forme ça prend et quel impact ça peut avoir sur les personnes concernées, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, Valérie et puis Simona, je tiens à vous remercier de m'accueillir en tant que personne concernée par des troubles psychiques. Comme on dit entre nous, rien pour nous sans nous. C'est très important de nous faire participer aux démarches qui sont faites pour nous. Et je tiens aussi à remercier les organismes de sécurité sociale voilà, pour l'aide qu'ils ont pu m'apporter dans mon parcours personnel de santé et aussi au travail. Pour répondre à votre question sur la stigmatisation, personnellement, à l'âge de 25 ans, quand j'ai appris que j'avais tel trouble psychique, je me suis auto-stigmatisé, c'est-à-dire sans qu'on, finalement, je me suis moi-même quelque part étiqueté comme malade mental, disqualifié. J'ai commencé à avoir des doutes sur mes propres capacités à travailler, à être productif à nouveau, etc. J'étais dans une période où j'ai eu l'impression de perdre mes moyens, mes capacités, et que j'allais pas pouvoir les recouvrir. Les Américains disent recovery. C'est recouvrir, retrouver ses moyens. Voilà. Les troubles psychiques peuvent nous conduire à perdre nos moyens et à nous auto-stigmatiser comme incapables. Voilà. Ça fait de gros dégâts de ce type-là. Et puis sinon, au niveau de l'entreprise, comme j'ai tardé à accepter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, j'ai caché mes vulnérabilités à mes employeurs et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi, pour prendre l'image du cyclisme, tantôt je cavalais devant le peloton, loin devant, à proposer des idées innovantes, etc. Et tantôt, pourquoi, par d'autres moments, j'étais à la traîne et je n'arrivais pas à suivre le peloton. Donc, l'employeur, je me mets à sa place, il se dit, il est plus motivé, il n'a plus envie de travailler, ou alors il a un petit peu trop d'idées. Voilà, donc ça a des incidences, bien sûr, surtout si on ne dit pas les choses, si on n'en parle pas, si ça reste tabou, ça devient illogique. C'est pas les réactions ou l'altération dans les interactions avec les collègues, etc., semble illogique. En fait, il se passe des phénomènes psychologiques. Je dois dire que j'apprécie beaucoup cette période où tout le monde se rend compte que finalement, on peut être déjà dans sa famille indirectement concerné et où finalement, on fait de plus en plus inclusion et on arrête un petit peu, on déstigmatise. On est dans une belle période pour ça et je suis heureux de pouvoir contribuer notamment à faire ça. Effectivement, le fait d'en parler, pour la maladie mentale, encore plus que pour tous les autres handicaps, on a du mal à en parler, on a peur d'en parler avec des phénomènes de stigmatisation et d'auto-stigmatisation. Et on sait à quel point il est essentiel de pouvoir en parler, comme pour le handicap invisible d'ailleurs, sinon ça peut générer des incompréhensions et donc des difficultés dans les relations interpersonnelles, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et ce que je pourrais ajouter, si vous voulez, c'est quand vous avez quelqu'un en face de vous, ce n'est pas un dépressif, ce n'est pas un bipolaire, ce n'est pas un schizophrène, c'est avant tout un être humain. C'est un être humain, il est concerné par des troubles psychiques, bon, il a momentanément perdu ses moyens de travailler, il a besoin de récupérer, il reviendra peut-être à mi-temps thérapeutique, etc. Mais avant tout, c'est un être humain concerné par des troubles psychiques et surtout de garder espoir pour lui
et puis pour vous aussi, qu'ils puissent se rétablir. Il n'y a pas que des inconvénients dans le handicap psychique, hein, il y a aussi quelques avantages, parce qu'on y reviendra. Et il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Qui dit handicap, dit mise en place de compensation. Et j'espère qu'on aura le temps, dans cette petite heure qui nous est donnée, de proposer des pistes d'espoir. Absolument, c'est notre troisième partie sur l'inclusion, le champ des possibles, et on va voir qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait être mises en place, qui vont grandement faciliter l'inclusion et qui pour autant ne sont pas si difficiles à mettre en place. Voilà, pour les définitions et les enjeux, je pense qu'on a posé l'essentiel sur l'importance du sujet, sur la large palette que cela recouvre et sur les difficultés en termes d'inclusion et en lien notamment avec la stigmatisation. On arrive là à ce stade au premier temps de questions-réponses. Je ne sais pas si dans l'Assemblée il y a quelques questions qu'on va voir s'il est possible de traiter. Alors, je ne vois pas de questions. Voilà, si vous en avez, hein, n'hésitez pas à les faire figurer dans le chat. On les traitera sans souci. Enfin, sans souci, du moins on espère. Deuxième temps, voilà, une fois qu'on a posé les définitions et les enjeux, c'est important de valoriser en fait ce qui est fait au sein des organismes. Lorsqu'on a préparé cette émission, on a bien sûr parlé de l'intérêt de mettre la question de la santé mentale en grande cause nationale, mais ce qu'on s'est dit aussi, Simona parlait tout à l'heure de la feuille de route de 2018, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que finalement vous n'avez pas attendu 2025 pour vous préoccuper du sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, que ce soit par rapport aux risques psychosociaux, à la prévention des RPS, hein, ou sur la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je vais donc là refaire appel à Karine, si vous voulez bien. Karine, vous avez évoqué les enjeux des RPS. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a été mis en place, notamment une ligne d'écoute, et nous faire un retour là-dessus, et voilà, surtout nous dire ce qui a été fait, ce qui peut inspirer les uns et les autres. Et c'est un travail, quand on l'a évoqué avec Fabrice, que Fabrice a salué en disant « Waouh, c'est super ce qui a déjà été fait ». Alors oui, effectivement, alors que ce soit les organismes locaux, mais permettez-moi de parler des organismes nationaux et de l'UCANSS, puisque ce sont mes partenaires principaux. Et puis, je sais que Simona et puis Florence ensuite vous expliqueront aussi en détail ce que un certain nombre d'organismes s'engagent à mener en termes d'action sur le sujet de la santé mentale et de l'insertion. Au niveau national, que vous dire que depuis 2012, les caisses nationales et l'UCANSS se sont engagées dans une dynamique interbranche qui en fait s'inscrit dans le déploiement d'un accord en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette dynamique, en fait, elle s'incarne par le déploiement de plans d'action nationaux qui sont structurés autour de 4 grands axes. Donc, en fait, nos caisses nationales, hein, qui sont les organismes qui pilotent au niveau national les stratégies, les orientations en matière de santé et qualité de vie au travail, se sont chacune dotées d'un plan d'action. Et donc, il s'articule autour de 4 axes. Le premier, c'est le développement du dialogue social autour de cette question de la santé et de la QVCT, qui embarque le sujet de la santé mentale et de la santé physique. Donc, c'est comment développer la négociation d'accords au niveau local ou la co-réalisation entre partenaires sociaux de plans d'action, donc qui déploie tout un panel de démarches et de dispositifs. Un deuxième axe qui, lui, engage les caisses nationales et l'UCANSS dans l'élaboration de démarches et d'outils pour améliorer les conditions de travail. Et là, je pense à des expérimentations et des démarches qui sont en cours, que les caisses nationales pilotent sur la question de l'absentéisme ou l'évaluation de la charge de travail. Je pense aussi à la mise en place, alors au niveau national, mais évidemment au niveau local, la mise en place de référents santé et harcèlement
pour lesquels il a fallu développer une offre pour les professionnaliser. Donc, ça a été la mise à disposition de formations, le déploiement d'outils de sensibilisation. Ça a été aussi sur le volet RPS, la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement à destination des organismes qui, là, leur permet, s'ils le souhaitent, d'être accompagnés par un prestataire pour élaborer leur document unique d'évaluation des risques professionnels, document qui, je le rappelle, doit intégrer l'évaluation des RPS. Donc ça, c'était notre deuxième axe, un côté voilà, très démarche outil. Un troisième axe qui, lui, développe des actions en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc là, Simona pourrait largement vous en parler, mais l'objectif, là, c'est de mettre à disposition des dispositifs, des démarches d'accompagnement à destination des aidants, mais aussi des salariés victimes d'une maladie chronique. Et puis, bien sûr, voilà, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi agir pour renforcer la culture de la prévention, notamment sur le champ de la santé mentale. Et effectivement, cette culture de la prévention pour préserver la santé physique et mentale des salariés, elle s'incarne plus particulièrement par la mise à disposition d'un marché donc, qui a été attribué à la société Proconsult et qui donc met à disposition des organismes voilà, un certain nombre d'offres de services, mais plus spécifiquement une ligne d'écoute et de soutien. Donc peut-être que par la magie voilà, d'Antoine en régie, nous avons le slide qui s'affiche et donc vous pouvez apercevoir de manière très synthétique ce que cette offre de services propose aux salariés. Donc c'est un marché qui existe depuis 2015. Voilà, très clairement, la priorité de ce marché, c'est d'agir en proposant aux salariés un soutien psychologique, c'est-à-dire pouvoir accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à un psychologue qui va pouvoir donc, accompagner tous les salariés, quel que soit leur motif de difficulté, c'est-à-dire que ce soit un motif personnel ou professionnel. Le psychologue accompagne, écoute et met sur la piste de solutions. Les échanges, bien sûr, sont anonymes, confidentiels, ils sont gratuits pour les appelants, puisque la ligne d'écoute est prise en charge par les caisses nationales. Pour les personnes qui seraient porteurs d'un handicap auditif, ils peuvent accéder à cette cellule d'écoute via soit un chat, soit une visio, puisque certains psychologues ont la capacité de signer. Et puis, vous indiquez également que donc, tous les salariés peuvent appeler, quel que soit le niveau hiérarchique. Donc, les agents de direction peuvent appeler, les managers peuvent appeler, évidemment, l'ensemble des salariés peuvent appeler. Et les managers, s'ils souhaitent bénéficier de la cellule d'écoute, ils peuvent choisir un psychologue qui est un psy-coach qui va pouvoir répondre à des questions voilà, spécifiques d'ordre managérial. À titre d'exemple, un salarié qui voilà, prend son premier poste de manager ou qui voilà, rencontre un conflit interpersonnel dans son équipe ou qui ne sait pas comment gérer le retour d'un collaborateur qui revient d'un long arrêt. Voilà, il peut appeler la ligne d'écoute, sélectionner un psy-coach qui va pouvoir l'accompagner dans à la fois l'expression des difficultés, du ressenti des difficultés que le manager pourrait rencontrer, et puis l'accompagner aussi à trouver les bons mots pour appréhender ensuite l'échange qu'il aura avec le collaborateur voilà, qu'il a identifié comme pouvant voilà, avoir une difficulté avec son manager. Évidemment, ce marché, il est précieux parce qu'il permet une prise en charge rapide. C'est-à-dire que tous les salariés qui appellent sont pris en charge immédiatement, ce qui est une vraie chance quand on a aussi connaissance des difficultés qu'on peut parfois rencontrer en médecine de ville pour disposer de rendez-vous avec ce type de spécialiste. Que vous dire en complément de cette description du dispositif, c'est peut-être revenir sur quelques éléments de bilan, même si
Je l'indiquais à Valérie pendant nos temps de préparation, il faut rester prudent parce que c'est un dispositif parmi d'autres, on sait que les organismes locaux mettent en place quantité d'actions pour prévenir les situations et accompagner les difficultés des collègues. Hein. Donc, voilà, on sait qu'il y a des campagnes de prévention qui sont menées par les organismes. On sait que certains se sont dotés de psychologues, d'assistants, assistantes sociales. Donc, on sait que notre cellule d'écoute, c'est un outil parmi d'autres. Donc, quelques chiffres quand même pour vous dire que ce sont 2000 appels qui sont traités, qui prennent en charge 1500 salariés à plan. Ce sont majoritairement des appels pour des motifs de difficultés professionnelles rencontrés dans le cadre d'échanges avec soit ses collègues, soit sa hiérarchie. Et puis depuis 2022, il y a deux motifs qui émergent. C'est le motif d'épuisement professionnel et puis le ressenti de harcèlement moral, voilà, qui sont deux motifs d'appel qui alors, ont augmenté entre 2020 et 2022, qui stagnent, mais qui stagnent sur le même plateau depuis 2022. Si on regarde les appelants, maintenant, ce sont majoritairement des femmes qui appellent, plutôt en seconde partie de carrière, et qui appellent souvent une fois, c'est-à-dire qui ont besoin voilà, d'exprimer une difficulté qui généralement n'ont pas la nécessité de rappeler et qui exercent un emploi de soit technicien, back office ou back ou front office, pardon, soit qui sont managers. Voilà. Et puis peut-être très rapidement, vous parlez d'une dernière offre qui permet aussi de donner des clés aux salariés puisqu'on dit souvent qu'on est aussi, chaque salarié est l'acteur de sa santé, de sa propre santé. Sur le site Proconsult, dans un espace qui est accessible à chaque salarié en saisissant le numéro vert de son organisme, donc le numéro vert dédié à son organisme, et puis le code entreprise que soit Proconsult, soit la Caisse nationale a communiqué à chaque organisme. Donc, en saisissant ces deux données, le numéro vert, le code entreprise, les salariés ont accès à des capsules bien-être. Donc, voilà, ça prend différentes formes hein, en termes de format. Ça va être des podcasts, des articles, des vidéos, des quiz, des évaluations, des questionnaires. Et qui vont traiter multitude de sujets, comment se positionner au travail, c'est quoi l'organisation du travail, comment gérer mes émotions, la communication. Autour de toutes ces thématiques, on va avoir des ressources qui vont permettre aux salariés d'aller vers un bien-être ou un mieux-être dans l'exercice de son activité au sein de son organisme. Merci voilà, Karine. là aussi, de manière très synthétique, ce que l'on peut dire au niveau national. Merci Karine. On voit que l'offre est très complète, à la fois une offre, une ligne d'écoute très interactive, qu'un salarié, une personne qui peut ressentir une difficulté ou se pose des questions, peut avoir un professionnel. Et puis aussi tout ce dispositif de capsule qui gagne à être connu, où là, en fait, ce sont des dispositifs collectifs qui vise à améliorer le bien-être et à améliorer la santé mentale. Donc on est complètement dans la partie prévention. Sur la partie handicap psychique, Simona, on a parlé des effets délétères de la stigmatisation, des difficultés qui peuvent être rencontrées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a été mis en place pour favoriser l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap psychique chez vous ? Oui, alors la mission handicap s'est effectivement posé la question, déjà dans la signature de l'avant-dernière convention avec la GFIP, donc en 2021. Dans notre plan d'action, nous avons prévu la mise en place d'un module e-learning qu'on a co-construit avec l'Institut 4.10 et est venue à notre aide une personne aussi, Marjorie Lejoin,
de l'UGCAM Hauts-de-France, en fait, qui est venue nous aider. C'est une coordonnatrice de DIPSY. C'est un dispositif sur l'handicap psy dispensé par un de nos organismes, donc l'UGCAM Hauts-de-France. Et je la remercie, Marjorie. Donc, elle a beaucoup œuvré pour mettre en place cet outil e-learning d'une heure où on va balayer, en fin de compte, les troubles psychiques. L'idée, c'était d'acculturer le réseau pour comprendre qu'est-ce que c'est un trouble psychique, de leur donner des bases, pas trop prénant comme formation, parce que c'est une heure, c'est du learning, c'est du distanciel, et ça permet en fait de poser un cadre général avant d'aborder la problématique de manière sur le terrain, en fait. Comment après j'accompagne. C'était un préambule. Donc l'objectif, c'est identifier les troubles psychiques, c'est repérer les signes d'une déstabilisation de la santé psychique, adopter le comportement adéquat en fonction du public et identifier les principaux acteurs clés internes et aussi externes, parce que c'est très important. En fait, le module il est destiné surtout aux managers parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les équipes. Et l'idée, c'était aussi de leur dire, mais vous n'êtes pas tout seul en fait, à affronter la problématique. Vous avez des acteurs internes, externes, qui peuvent venir vous aider. Et ça, c'est très important pour nous. Parallèlement, l'Institut 4.10 a lancé une deuxième formation. Et c'est un module sur la santé mentale au travail. On parle de mieux comprendre pour mieux agir. Et il a aussi 4 ou 5 objectifs, c'est définir la santé mentale et les enjeux juridiques, questionner les 6 facteurs de tension au travail, identifier les troubles psychosociaux, expliquer la gestion des troubles psychosociaux et favoriser la bonne santé mentale. Ces formations-là, on les trouve au catalogue de l'Institut 4.10 et normalement vous avez le lien dans le chat qui est adressé. Et ensuite, la mission handicap, en fait, elle est allée un peu plus loin en mettant à disposition un jeu. Alors, Karine en a parlé tout à l'heure sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous avons lancé une plateforme. On a fait une émission au mois d'octobre sur ce lancement de la plateforme de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et dans cette plateforme, il y a une boîte à outils. Au niveau de la boîte à outils, on retrouve un jeu. Le jeu, il est physique. Donc, il est chez nous à Lucans. Il est dans les caisses nationales. Il peut être demandé donc, par les organismes. Et ce jeu se nomme Psyclé. Et c'est un jeu qui accompagne en fait la destination des managers. Bien évidemment, il faut prendre un certain temps pour pouvoir le jouer. Ce n'est pas un de ces jeux ludiques où on apprend un peu ce que sont les familles d'handicap, par exemple. Donc, on peut le jouer même dans un couloir. Là, il faut vraiment prendre le temps de poser le jeu parce que ce jeu accompagne à changer le regard sur le handicap psy, à détecter les signaux faibles, chose importante qu'on disait tout à l'heure, à prendre en charge aussi les situations et à contribuer à l'équilibre du rétablissement de la personne. Et c'est un jeu qui peut se jouer en autonomie par les managers parce qu'en fait, les cartes vous accompagnent sur le parcours. Donc, il ne faut pas être des spécialistes pour le déployer, mais il faut en avoir l'envie. Donc, il faut mettre en place, en fait, je pense, un plan d'action sur le handicap en général avec un focus handicap psy. Et au moment où on se plonge sur la problématique, eh bien, tiens, la mission handicap nationale a un outil à notre disposition et on fait appel à cet outil qu'on retrouve du coup dans la plateforme PDP avec le lien toujours dans le chat. Donc on voit à nouveau là que c'est une offre très complète puis très opérationnelle puisque vous visez principalement des public managers. Vous parlez de sujets comme accompagner, mettre en place des aménagements, donc c'est très opérationnel, c'est de la formation, donc on est dans la prévention secondaire. On a parlé aussi d'un autre dispositif qui monte beaucoup en puissance en ce moment, on en parle de plus en plus dans les médias, qui est le dispositif de formation PSSM. Et je ne vais pas décrypter l'acronyme, je vais laisser ce soin à Florence. Florence, je crois que vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous notamment pour nous parler de ce dispositif de PSSM, de formation PSSM, qui a été déployé dans le réseau famille. Est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif rapidement, ses objectifs, en quoi est-ce que vous avez été conquise, et puis peut-être les perspectives de déploiement aussi? Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup pour l'invitation et merci de me donner l'occasion de parler effectivement de ce dispositif de formation de premier secours en santé mentale, auquel je tiens tout particulièrement.
Avant, et vous venez de le dire, avant d'en détailler un peu le contenu, je voudrais rappeler effectivement que cette formation prend de l'ampleur. Elle est issue de la proposition et elle est plutôt issue oui, des travaux qui avaient été conduits en 2021, septembre 2021 même, pour être plus précis. C'était les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont été réalisées en France et au cours de laquelle en fait, le déploiement de ce dispositif a été une des 30 mesures qui ont été annoncées par l'État comme étant des mesures phares d'action. Et avec l'ambition que vous annonciez énorme, effectivement, puisqu'on a parlé très vite de 750 000 secouristes à former d'ici 2030. Donc, c'est vous dire l'importance qu'on voulait donner à cette formation sur le plan national. Donc, le programme en lui-même, ce que je peux vous en dire assez rapidement, c'est qu'il est né en Australie, il est maintenant déployé dans beaucoup de pays au monde, qu'il permet de former des personnes capables de connaître, de repérer des personnes qui souffriraient de troubles en santé mentale et d'avoir le comportement adapté avec ces personnes, en les aidant notamment à obtenir des ressources, des informations et à les encourager à aller vers le soin. On le sait, on a aujourd'hui, dans les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, on sait qu'on a beaucoup de personnes qui sont en souffrance aujourd'hui et qui ne vont pas vers le soin ou qui n'y ont pas accès. En tout cas, c'est un des objectifs des secouristes, donc à la fois d'informer mais aussi d'accompagner vers le soin. Et bien sûr, comme ce sont des secouristes, en cas de crise, d'être en capacité d'intervenir et d'avoir à disposition un outil qui est acquis pendant la formation. Ce qui veut dire que quand on parle de secourisme, en fait, le programme s'inspire largement de ce qui se passe au niveau du secourisme en santé physique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est né ce programme en Australie. C'est que les personnes qui l'ont créé se sont dit, il existe une formation pour faire des secouristes en santé physique, pourquoi pas en santé mentale. Et du coup, effectivement, ils ont travaillé à l'élaboration de cet outil. Avec une particularité tout de même, c'est qu'il y a une logique d'urgence un peu différente entre la santé physique et la santé mentale. Le secouriste en santé mentale peut être amené à intervenir plusieurs fois et à plusieurs reprises pour écouter, pour accompagner, pour rassurer la personne, alors que très souvent le secouriste en santé physique, ce sera une opération assez ponctuelle et unique envers une personne qui présente une crise devant lui, enfin, qui est en situation de détresse devant lui. Voilà, je crois que dans la conversation, vous avez le lien vers PSSM France, parce qu'en France, donc, le déploiement de la formation des premiers secours en santé mentale est fait par une association qui s'appelle PSSM France, qui est donc habilitée pour ce faire, qui développe, qui a traduit le programme international, qui l'adapte pour la France, qui en assure le déploiement, qui assure la formation de formateurs accrédités, qui sont ensuite chargés de former des secouristes en France. Voilà, je crois que j'ai à peu près balayé tout ce que j'avais envie de vous dire sur cette formation et évidemment sur le lien que je vous invite à aller, enfin sur le site que je vous invite à aller consulter, pssmfrance.fr. Vous y trouverez toutes les informations et la liste des formateurs accrédités. Donc effectivement, comme j'appartiens à la branche famille, pourquoi est-ce que la branche famille on s'y est intéressé et avec quelles perspectives et objectifs? Je vais reprendre ce qu'a dit Karine tout à l'heure. La prévention santé, c'est évidemment un enjeu majeur dans une politique QVCT pour tout organisme, pour toute organisation, et donc évidemment plus particulièrement pour la branche famille auquel j'appartiens. Lorsqu'on a préparé notre plan d'action POGE, au sein du département RH réseau branche famille, on s'est posé un peu la question de comment est-ce qu'on va animer une prévention active en matière de santé mentale, au même titre que ce qu'on a déjà proposé pour la santé physique ou de ce qu'on a déjà déployé dans le cadre de la santé physique. On s'est donc intéressé à la formation de PSSM France et personnellement, j'y suis allée pour me former en tant que secouriste. Quand j'ai vu la qualité du programme et quand je me suis rendu compte du contenu,
je me suis inscrite en fait pour devenir formatrice accréditée. Et donc, je suis formatrice accréditée PSSM, ce qui me permet au sein de la CNAF d'avoir une ressource formative interne sur le module de PSSM standard. Bon, vous verrez dans le détail, il y a 2 types de modules déployés aujourd'hui en France. Il y a PSSM standard, ce qu'on appelle pour les adultes, et puis PSSM pour les jeunes. En tout cas, voilà, ce dispositif. Alors, au niveau de ce dispositif. Oui, je termine juste pour vous dire pourquoi vous nous avez demandé pourquoi nous, la branche famille, ben oui, on va le déployer parce qu'en 2024, on s'est dit on va le tester, on l'a testé avec une trentaine de secouristes. On a fait un bilan plutôt très positif du déploiement et on va proposer pour 2025 un déploiement à l'ensemble du réseau. Avec l'idée de développer dans un premier temps une offre qui effectivement répondra aux besoins de doter les organismes de secouristes en interne pour eux-mêmes, mais à terme de permettre au réseau de la branche de se doter d'un réseau de secouristes au sein de la branche en elle-même. Voilà, je voulais juste terminer par cette notion-là parce que c'est notre engagement pour 2025. Vous avez bien fait, effectivement, parce que la mise en place d'un réseau de secouristes est extrêmement intéressante et le cheminement par lequel vous êtes passé pour arriver à cette piste d'action très, très concrète est vraiment intéressante et inspirante. Il nous reste là maintenant cette troisième partie dans la dizaine de minutes qui nous reste et qui est pour autant extrêmement importante, c'est la question du champ des possibles. C'est-à-dire que oui, on a parlé des difficultés de l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap psychique. Vous avez fait un petit peu teaser en nous disant mais en fait il y a des possibilités, il y a des solutions qui ne sont pas forcément si compliquées que ça à mettre en place. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler de ça toujours à partir de votre expérience et de votre expérience de l'accompagnement ? Qu'est-ce qui est possible finalement ? Qu'est-ce qui rend l'inclusion des personnes en situation de handicap, porteuses d'un handicap psychique, possible ? Alors, en fait, quand j'ai réussi à me rétablir, disons à commencer à rentrer dans un processus solide de rétablissement, quand je me suis senti tiré d'affaire, m'éloigner du gouffre, j'ai ressenti un immense soulagement et j'ai eu envie d'aider les autres. Je dirais les collègues de même galère, les personnes concernées par des troubles psychiques, à se rétablir. À l'époque, j'étais ingénieur, j'étais loin du soin et de la prévention, mais j'ai cheminé. J'ai cheminé et ça m'a fait du bien. J'ai cheminé. Un mot important, c'est la question du rétablissement. Oui. Vous voyez, là, on affiche la question du rétablissement. On a dit en introduction, attention, rétablissement, guérison, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez dit quelque chose de très important qui est de dire, je n'aime pas dire je suis rétabli, je préfère dire je suis en rétablissement. Voilà, je suis en rétablissement. La nuance et pourquoi ? La nuance, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, quand je faisais une décompensation psychique, il me fallait 9 mois pour me rétablir. Et puis maintenant, j'y arrive en 9 semaines, je dirais même 9 jours, quand ce n'est pas 24 heures. Voilà. Alors, ce rétablissement, ça vient des pays anglo-saxons. Là-bas, ça s'appelle Recovery. Ça a été initié par une patiente, une personne, une femme, Patricia Digan, qui est concernée par un trouble de la schizophrénie. C'est venu via Québec en France un peu tardivement. Ça va de pair avec l'empowerment, qui est la prise de pouvoir sur sa vie. C'est certainement ce que vous faites bien en premier secours en santé mentale. J'imagine que vous n'intervenez pas une fois, mais plusieurs fois, parce que vous allez certainement favoriser cet empowerment, la prise de pouvoir sur sa vie, avoir le courage d'aller demander de l'aide, de s'orienter vers tel type de soins, et non pas celui-là, d'avoir son mot à dire dans son parcours de soins. C'est d'être acteur de sa santé mentale. Et donc, le rétablissement n'est pas la guérison. Nous sommes fragilisés, nous sommes vulnérables. On n'est pas à l'abri, disons, d'une rechute, mais l'important, c'est qu'on peut rebondir. Et voilà. C'est ça la notion de rétablissement. Et la notion de père aidance, ça va avec. Ce sont des usagers partenaires. Les premiers, ça a été les personnes concernées par un trouble de la maladie alcoolique, avec les alcooliques anonymes aux États-Unis dans les années 30. Ça a commencé comme ça.
En Afrique, plus tard, on a eu aussi des patients atteints du sida qui ont aidé les équipes médicales en Afrique parce que ça a été une épidémie énorme et il a fallu aider. Et pour ce qui est de la psychiatrie, ben c'est un peu pareil. La psychiatrie est un peu à la peine et elle accepte de faire intervenir dans le système de soins des pères aidants. Et nous sommes particulièrement... Alors moi, je me suis diplômé, j'ai fait une licence de sciences sanitaires et sociales, j'ai travaillé dans un CMP, j'ai acquis de l'expérience, donc je suis un père aidant professionnel. Mais si vous pouvez détecter des graines de père aidant dans vos équipes, ça pourra faire du bien à leurs collègues et ça pourra leur faire du bien à eux aussi. Parce qu'on bascule du rôle d'aider à celui d'aidant. Et en faisant ça, on assoit son rétablissement. Ce que l'on a appris pour se rétablir soi-même, on le transmet aux autres. Et en le transmettant, vous savez qu'on retient 95% de ce qu'on apprend quand on apprend aux autres. Voilà. Donc la père aidance, le rétablissement, l'empowerment, ce sont des innovations en psychiatrie. Il faut s'en servir. Je pense que vous avez fait déjà beaucoup de choses et vraiment je vous félicite pour tout ce que vous avez fait, sincèrement. C'est extraordinaire. Bon, il y a d'autres entreprises qui s'y mettent, y compris dans les secteurs lucratifs, parce qu'elles ont compris qu'avec des salariés en bonne santé mentale, eh bien, on innove, on produit à temps et en toute sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur comment ça se passe, la père aidance? On entend la valeur ajoutée. Alors, on ne vient pas remplacer les psychologues, les psychiatres, les assistantes sociales, les psychomotriciens. Toute cette offre de soins est utile. Mais nous, on va surtout aider à traverser l'annonce du diagnostic, parce que je suis passé par là, à refaire un projet de vie et un projet professionnel. Par exemple, quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, une anorexie mentale sévère, on ne peut pas devenir pilote de ligne. Donc il faut refaire un projet de vie et voilà, qui soit plus en mesure avec ses vulnérabilités et puis si possible un job qui nous épanouisse et nous maintienne en bonne santé. Très bien, merci. Il reste 2 autres gestes qu'on peut faire, c'est aider à prévenir les rechutes et préparer un plan de crise pour le cas où. Merci, c'est malheureusement très court, mais voilà, au moins on a donné un éclairage sur la père aidance. Alors, il y a la père aidance, il y a aussi d'autres dispositifs. On pourrait y passer des heures, mais peut-être Simona, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'emploi accompagné, dont on parle beaucoup aussi, puis quelques structures peut-être que vous connaissez, que vous avez pratiquées, comme le Clubhouse ou la Maison Perchée, voilà, rapidement. Effectivement, rapidement. L'emploi accompagné, déjà on va vous mettre un document en téléchargement en PDF où tout est expliqué. Donc je n'ai fait que prendre les informations dans ce document. En fait, c'est une forme d'accompagnement spécifique. Elle a été développée depuis 2017 en France. Toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément besoin d'un emploi accompagné, mais on peut le mettre en place. Ça concerne surtout les handicaps invisibles, les handicaps psychiques, mais aussi la déficience intellectuelle, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. La spécificité, c'est qu'on n'accompagne pas que la personne, mais on accompagne aussi l'environnement de travail, le manager, donc en fait on prend en charge la totalité. On avait eu sur ce plateau toujours l'UGCAM Hauts-de-France avec une autre Marjorie Lauraire, qui était venue en fait dans une émission, donc vous la trouvez dans le lien à partir du 40e minute, de la 40e minute. C'était une job coach dans le cadre d'un dispositif d'emploi accompagné. Donc, elle venait expliquer comment ça fonctionne plus concrètement. Et bon, les bénéfices, ils sont plusieurs. Ça permet un accès au marché plus simple. Souvent, ce sont les personnes, les chômeurs, en fait, les demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'emploi accompagné, mais un collaborateur en poste peut aussi bénéficier de cet emploi accompagné. On sécurise du coup, c'est une personne, un candidat qu'on intègre, on sécurise le recrutement, bien évidemment. On évite les incompréhensions du début. Là, on ne comprend pas pourquoi la personne elle agit de telle manière ou telle manière, pourquoi il a ces types de besoins. Et on limite aussi les arrêts de travail. Pour bénéficier de l'emploi accompagné, il faut faire appel à la MDPH, il faut faire appel à Cap Emploi, à France Travail ou aussi à une mission locale.
Et si on est en poste, effectivement, c'est aux collaborateurs de s'approcher de ces structures-là pour pouvoir bénéficier de cet emploi accompagné et via le référent handicap ou via la médecine du travail. Il n'est pas tout seul, mais en tout cas, c'est une démarche commune qu'elle doit être faite. Et aussi, la personne, elle doit avoir une reconnaissance au moment où on déclenche l'emploi accompagné. Donc, elle pourrait aussi démarrer la démarche en amont pour demander l'emploi accompagné et, entre-temps, faire aussi la démarche d'RQTH. Donc, c'est au moment où on commence l'accompagnement, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'RQTH. Rapidement sur... Son grand apport, c'est la question, c'est l'accompagnement global à la fois de la personne, du collectif de travail, de l'employeur. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'emploi accompagné est plébiscité. Et effectivement, deux dernières structures. Les deux dernières structures, le Clubhouse, on le connaît bien dans le réseau. On a fait un séminaire pour les référents territoriaux. On a pu bénéficier des témoignages des personnes. Donc, qu'est-ce que c'est le Clubhouse? C'est une association locale. On la trouve au niveau national. Il y a de plus en plus de Clubhouse qui s'ouvrent. Nous, on a frappé à la porte de Clubhouse de Paris. Et le directeur, qui entre autres, c'est un ancien de la GFIP aujourd'hui, donc c'est une personne qui se connaît bien en matière d'handicap et de relations aux entreprises, est venu présenter l'offre aux référents territoriaux lors d'une réunion trimestrielle. Et l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de partenariats pour aller à la découverte davantage du Clubhouse, de la manière dont Clubhouse fonctionne. Et en fait, à Clubhouse, les personnes en situation de handicap psy vivent un quotidien de travail pour se rétablir. Donc, il y a des passerelles potentielles qui peuvent être faites aussi vers l'emploi. Et donc, nous, on incite les référents handicap de s'approcher des Clubhouse les plus proches, de nouer des partenariats qui ne sont pas des partenariats financiers. C'est vraiment l'idée comment on peut collaborer ensemble. Lucans l'a montré cette année. On a constitué nos duodés via le Clubhouse. Donc, en fait, on les a approchés, on a dit, voilà, on vient découvrir vos locaux, on vient rencontrer les personnes. Et puis, si les personnes ont envie, ils peuvent venir faire un duodé chez nous. Et donc, on a réussi à constituer des duodés par rapport à ça. Et sinon, on a la maison Perché qui s'adresse plutôt aux jeunes. C'est des structures non médicalisées, hein. C'est des structures associatives non médicalisées. Et donc, c'est des personnes jeunes ou adultes vivant avec des troubles psychiques. On la retrouve aussi à Paris, mais elle fait aussi de l'accompagnement en ligne. Il y a des actions qui se passent en ligne. Et donc, on a les liens dans le chat pour aller découvrir ces structures-là. Voilà, donc vous avez dans le chat les différents liens pour découvrir ces structures, pour découvrir l'emploi accompagné. On vous a mis également le lien vers le questionnaire satisfaction qu'on vous invite à remplir, s'il vous plaît. Et puis vraiment, pour finir, peut-être 3 mots sur cette émission. Qu'est-ce que voudriez-vous que les auditeurs retiennent? Juste 3 mots. Oui, mais moi, la différence entre la santé mentale et l'handicap psy, c'est fondamental pour moi. Allez, ça compte pour 1 mot. Différence entre handicap psychique et maladie mentale? Voilà, c'est ça. Et très bien. Santé mentale et maladie psychique. Santé mentale et maladie psychique, oui. Fabrice? Bravo pour ce que vous avez déjà fait. Et puis, gardez espoir si la maladie mentale vient frapper à votre porte ou quelqu'un de proche ou un collègue. Keep hope, gardez espoir. Espoir, optimisme et bravo. Karine, Florence? Moi, je dirais soutien. N'hésitez pas à chercher du soutien alors auprès de vos collègues, auprès des référents qui sont formés, auprès en interne de vos responsables RH, de la médecine du travail. Et puis, soutien, n'hésitez pas à mobiliser les psys de la cellule d'écoute. Ils sont là pour ça. Ce marché existe pour ça. Il faut vraiment passer le pas. Ce sont des personnes bienveillantes qui n'ont qu'un souhait, c'est écouter nos collègues et tous ceux qui en ont besoin pour les accompagner vers une issue positive. Je rajouterai les aidants. J'étais très longue. Je rajoute les aidants, parce que ce n'est pas juste les personnes en situation de problème, mais c'est aussi les aidants. C'est malheureusement un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais voilà, soutien, écoute. N'oublions pas les aidants des personnes porteuses de handicap psychique qui peuvent avoir justement une dégradation de leur santé mentale aussi. Florence? Carrément, oui.
Carrément, oui, il faut pas les Carrément. oublier. Mais je Ah ne oui, compte pas donc, le mot carrément. Oui, j'allais dire rapidement, puisque c'était 3 mots. On a des moyens d'action et les secouristes en santé mentale comme en santé physique, c'est un bon moyen d'avoir des réseaux d'acteurs actifs dans nos organisations. Merci à vous. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Voilà, dans le chat, le lien satisfaction, le questionnaire satisfaction et également le lien vers les autres émissions si vous souhaitez aller plus loin ou à côté des sujets que nous avons traités aujourd'hui. Il me reste à remercier les intervenants et les intervenantes pour la préparation et pour la qualité de vos retours d'expérience. Merci à tous. J'imagine qu'on dit aussi merci à la régie. Je crois qu'il n'y a pas de questions, mais merci à tous et bonne continuation.